Quand on est atteint par la leucémie, on doit entièrement se fier à la médecine. En effet, on ne peut pas traiter soi-même la leucémie comme on traiterait un mal de gorge. Les médecins et les chercheurs spécialisés travaillent tous les jours à l'amélioration des traitements et des conditions d'hospitalisation, mais leur tâche n'est pas facile. Une opération pour installer un cathéter peut durer 8 heures, ce qui nécessite beaucoup de concentration et d'énergie de la part d'un chirurgien. Il faut suivre en permanence la progression du traitement pour ajuster les dosages et trouver les proportions optimales des substances injectées. Il faut également être au contact des familles et savoir annoncer et expliquer les résultats. Il faut qu'à chaque instant, les personnes concernées se sentent suivies et en sécurité. Voici un extrait de notre interview avec le Dr Lordman qui en témoigne. Donc ce traitement, il dure donc, vous l'avez compris, entre presque 2 ans au total, avec une partie au départ qui est très intensive et qui va faire plein d'allers-retours avec l'hôpital, et une partie qu'on appelle le traitement d'entretien, où on a plutôt des médicaments à prendre par la bouche. Maintenant, je voudrais revenir sur un petit point qui est le coup du cobaye, là, parce que j'ai pas oublié que tu m'as dit que j'avais dit que tu étais un cobaye. Parce que ça a l'air d'être vexant. Voilà, là, il y a un problème qui ne va pas du tout. Personne n'est cobaye. Non, mais je te taquine, mais personne n'est cobaye de personne. Alors, je reprends. Je t'ai dit qu'on était passé de la fin des années 85 à peu près des chances de guérison qui étaient aux alentours de 65%, à aujourd'hui plutôt aux alentours de 90% des enfants qui vont guérir. Comment ça s'est fait, ça ? Ça s'est pas fait avec des nouveaux médicaments. C'est là qu'est la chose qu'il faut bien entendre. Ça s'est fait avec des vieux médicaments qui existent depuis les années 70, mais ça s'est fait avec les progrès de ce qu'on a appelé ensuite la recherche clinique. Qu'est-ce que c'est la recherche clinique ? C'est le fait que des experts s'assoient autour de la table et essayent de proposer une stratégie de traitement qui soit la plus homogène possible. Ou en mettant ci ou en mettant ça, tu vois, peu importe les questions, on va probablement améliorer les choses. Mais on ne sait pas si on a raison ou pas. C'est vachement important. Donc, ces progrès-là, ils ont été obtenus par le biais de ce qu'on a appelé la recherche clinique. C'est-à-dire qu'il y a eu des schémas thérapeutiques, des protocoles qui ont été proposés en Europe, aux États-Unis, à tous ses parents, à toutes ses familles, ou en disant, voilà, madame, monsieur, voilà ce qu'on propose comme traitement, voilà ce qu'on teste comme hypothèse. Voilà la question qu'on se pose. Est-ce que sur les 2 ans de traitement, si je rajoute 2 doses de plus de ça, finalement, à l'arrivée, c'est mieux ? Soit les gens ils sont d'accord pour participer à ça, soit ils ne sont pas d'accord. Ils ont parfaitement le droit de ne pas être d'accord. Évidemment. D'accord ? Ces stratégies-là, elles passent devant un comité d'éthique. Le comité d'éthique, il regarde le protocole, il regarde si les gens sont correctement informés. Et ensuite, il dit, c'est raisonnable, c'est pas raisonnable. Alors, ce sur quoi les gens ont essayé de plus de progresser, sur la prise en charge de la douleur. Il y a eu une vraie réflexion sur qu'est-ce que c'est un enfant qui a mal. Comment vous faites pour vous rendre compte que cet enfant a mal ? Parce qu'un enfant qui a mal quelque part, il pleure pas. Un enfant qui a mal, il est trop sage, trop triste. Ce qu'on appelle l'atonie psychomotrice. C'est un gosse qui bouge pas. Je sais pas si tu as déjà regardé un gosse de 18 mois dans une chaise, sur une chaise de bébé. Ça bouge tout le temps. C'est comme ça. Ça bouge tout le temps. Un enfant qui ne dort pas, ça bouge tout le temps. Un enfant qui a mal, c'est comme une petite statue. Il a un visage un peu pas très expressif et ça, c'est un enfant qui a mal. Faut pas aller chercher des explications compliquées. Un gosse à qui tu retires une sucette alors que tu lui as promis une sucette, il hurle à la mort et il se roule par terre. Il a pas mal. Mais il pleure toutes les larmes de son corps. Donc les pleurs, souvent c'est un langage, c'est pas un signe de douleur. Et après, la prise en charge psychologique, elle est assurée par tout un tas de gens. D'abord, l'environnement de la famille compte énormément. Ensuite,
Il y a des psychologues dans les services dont les parents veulent ou veulent pas se servir. Mais après, tu as aussi d'autres pratiques. Par exemple, tu as des psychomotriciennes. Tu as des gens qui font faire du sport. Voilà, tu as une éducatrice de jeunes enfants dans le service de la mairie de Paris, qui est une dame qui fait énormément de choses avec des jeux sur Internet. Elle veut nous faire acheter un truc, la 3D, là. J'ai dit, oh là, mon Dieu. Alors, c'est une question qui est un peu difficile, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que les médecins, ils sont cohérents avec eux-mêmes quand ils savent ce qu'ils ont à faire. Tu vois, ce que je veux dire par là, c'est expliquer à une maman ou un papa, bon, on va faire ci, on va faire ça, le traitement va se poser comme ci, voilà, etc. Il faut que ce soit clair. Donc, quand c'est clair pour toi, c'est pas si difficile, au sens que il faut utiliser des mots simples, il faut savoir ce qu'on a à dire, il faut savoir quelles informations on veut que ce jour-là les gens aient retenues, etc., etc. Après, ce que tu es en train de me dire, c'est est-ce qu'émotionnellement, pour vous aussi les médecins, c'est difficile? La réponse est oui, bien sûr c'est difficile. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu sais très bien que tu es la personne qui annonce une très mauvaise nouvelle. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les gens en face de toi, ils vont s'effondrer, ils vont avoir des réactions parfois très spectaculaires ou au contraire juste devenir blanc comme le mur, et tu vois. Donc évidemment que quand tu es en face de gens qui sont comme ça dans une grande détresse, toi-même, c'est comme quand tu vois quelqu'un pleurer, toi-même tu as envie de pleurer, les émotions, ça marche dans les deux sens. Et donc en fait la grande différence, et ça il faut jamais le perdre de vue, c'est ce qu'on dit aux jeunes médecins, c'est que il faut très très bien comprendre quel est ton rôle. C'est-à-dire que quand tu annonces une mauvaise nouvelle comme ça, un diagnostic de leucémie à une famille, il faut savoir faire passer quelque chose qui est, voilà ce que je veux que cette famille ait retenu en sortant de la pièce. Et quand tu es très clair dans ton rôle, tu canalises beaucoup mieux tes émotions. Alors qu'à l'inverse, je dirais que si je me mettais à la place d'une famille, que je voyais le médecin s'effondrer comme ça, en larmes, je me dirais, mais c'est la panique à bord, là. C'est encore plus grave que ce que je croyais, docteur, tu vois. Bon. Ouais, c'est vrai. Tu discutes avec les internes, les chefs, ils sont... Voilà, je sors de l'entretien, ils disent des trucs comme ça. Avec cette interview, on peut voir que le traitement de la leucémie est une procédure très complexe, nécessitant l'intervention de technologies avancées et de personnel extrêmement compétent. Il faut également souligner que les progrès des traitements ne sont pas forcément liés à des inventions majeures, mais découlent des retours d'expérience à grande échelle. Ainsi, il faut attendre plusieurs années pour savoir si la version du traitement injecté ou proposé à un patient est plus ou moins efficace.